Donc bienvenue à ce cours après les vacances. Je voudrais juste saluer Martine Abadi, qui était le titulaire de la chaire l'année dernière et qui est là aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour Martine. Donc aujourd'hui, on va parler de moteurs de recherche du web. Donc c'est un sujet passionnant et j'espère que je vais arriver à transmettre un peu la beauté de ce genre d'engin. Alors, ça fait quoi un moteur de recherche du web? Ça prend des mots-clés et ça retourne des pages qui contiennent ces mots-clés. C'est quelque chose de très facile. Et pour arriver à faire ça, ça enchaîne un certain nombre de tâches, comme de parcourir le web pour trouver des pages, construire un index pour ces pages, et puis, peut-être ce qu'on voit moins, mais qui est très important aussi, c'est classer les pages dans un certain ordre pour arriver à trier les résultats. Alors, on parlera aussi d'un autre aspect, c'est se battre contre les méchants, parce qu'à partir du moment où ces moteurs de recherche du web sont devenus si importants, il y a énormément de gens qui essaient de trafiquer leurs résultats, et on va parler de ça aussi. Alors voilà, on retrouve dans l'organisation les 4 sujets, et puis dans la catégorie bijoux du sujet, je parlerai du classement des pages en utilisant un algorithme distribué. Bien. Alors, première tâche, parcourir le web, crawler le web. Et on a des logiciels qui s'appellent des crawlers ou des spiders ou des robots, des web robots. Ce sont des agents autonomes qui parcourent le web et qui récupèrent des pages sur le web. Alors, l'idée est extrêmement simple. On part d'un URL, d'une adresse sur le web ou d'un ensemble d'URL, et puis on va les chercher, on les lit. À l'intérieur de ces pages, on découvre d'autres URL, donc c'est typiquement dans les éléments A de la page HTML. Et puis, donc, maintenant, on connaît plus de pages, il suffit de les lire. Alors, typiquement, on découvre beaucoup plus de liens que ce qu'on a parcouru. On n'a pas le temps de parcourir tous ces liens. Pourquoi? Parce que essentiellement le web est tellement grand qu'on ne le parcourt jamais complètement. C'est virtuellement illimité. Du point de vue d'un crawler, la taille du web, on peut considérer que c'est l'infini puisqu'on n'arrive jamais au bout. Et surtout parce qu'on crawl en permanence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu une page, si vous avez lu la page du Monde, lemonde.fr, c'est une page importante, il va falloir la relire parce qu'elle va changer. D'accord. Pardon. Donc, comment on fait ce parcours du graphe du web? Alors, une première idée, ce serait de faire ça en profondeur d'abord. Alors là, le risque quand on fait ça en profondeur d'abord, c'est quand on a une page, on va tout de suite chercher les pointeurs, les pages vers lesquelles elle pointe, et on continue comme ça. Mais on peut se trouver dans des espèces de pièges de gens qui créent des pages, qui pointent des pages, juste pour vous conserver sur leur site. Ça, c'est pas bon. On peut faire en largeur d'abord, ça marche un petit peu mieux. On fait typiquement des combinaisons des deux, c'est-à-dire que quand on a découvert un site, on va crawler le site, mais seulement jusqu'à une certaine profondeur pour éviter d'être pris dans un piège. C'est typiquement ce qu'on fait. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trop de pages sur le web. On ne va pas tout crawler. Donc l'idée, c'est d'essayer de crawler la partie importante du web, la partie la plus intéressante du web, et ça va nous brancher sur la notion de popularité. Alors, premier petit problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a des pages qui sont des répliques l'une de l'autre. Alors, ça ne sert à rien de retourner à l'utilisateur 10 fois la même page, donc il faut éviter ça. Alors, il y a des duplicats assez triviaux qui sont juste des façons différentes de nommer exactement la même page du web, comme ici la page Toto. Donc ça, c'est assez facile, on met ça sous une forme canonique et ça débarrasse du problème. Mais il y a des pages qui peuvent être juste des copies. Alors encore pire, on peut avoir un site qui est très populaire, je ne sais pas, prenez DBLP par exemple, pour qu'il soit plus facilement accessible, on va le répliquer plein de fois. C'est peut-être pas la peine de l'indexer plein de fois. Alors ça, on fait des identifications de ce genre de copies en utilisant des fonctions de hachage sur les pages. Mais évidemment, ce qui est plus compliqué, c'est que les pages qui sont presque les mêmes, alors dans lesquelles on a juste rajouté, je ne sais pas, par exemple une publicité, la page est identique, mais une publicité différente. Alors ça, on utilise des séquences de plusieurs tokens et puis le hachage là-dessus pour arriver à détecter ce genre de choses. Donc là, il y a tout un petit travail pour éviter du travail inutile. Alors, autre chose qu'on va faire, c'est crawler.
c'est de suivre des règles très strictes. Alors la première règle, c'est vous ne voulez pas que votre site soit crawlé. Donc vous allez mettre des instructions dans un fichier qui s'appelle robot.txt. Et essentiellement, vous allez dire je ne veux pas que mon site soit crawlé, je ne veux pas que mon site soit indexé. C'est votre droit en tant que webmaître. Donc normalement, les moteurs de recherche doivent se plier à vos instructions. Il y a aussi une espèce d'éthique. Si vous êtes en train de crawler un site, vous n'allez pas lui envoyer 50 000 requêtes d'un seul coup parce que le site ne va rien pouvoir faire d'autre. Et donc ça, c'est considéré comme inacceptable. Il y a un denial of service. Donc il y a des règles, des espèces d'éthique qui sont que vous n'allez pas envoyer au même site trop de requêtes en même temps. Alors tout ça, c'est des choses que vous devez faire. Quand vous faites un crawler, si vous ne suivez pas ce genre de règles, ce que vous allez avoir pratiquement dans l'heure, c'est des messages d'insultes des webmaîtres qui vont s'apercevoir que leur site est en train de se casser la figure à cause de vous, ou qui détectent qu'ils ont un robot qui sont en train de crawler leur site alors qu'ils ne veulent pas, etc. Alors, reste un problème assez compliqué, c'est d'aller lire des milliards de pages. D'accord ? Donc si vous imaginez bien que si je lis une page, j'attends qu'elle arrive, une demi-seconde, je récupère la page, puis j'en lis une autre, je ne suis pas prêt d'arriver aux milliards de pages, même si j'utilise beaucoup de machines. Donc on va utiliser beaucoup de machines en parallèle, beaucoup de crawlers, et à l'intérieur de chaque crawler, on va aussi utiliser du parallélisme en utilisant du multithreading. Alors voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez un certain nombre de machines qui sont en train de parcourir le web. Prenez la machine I. Cette machine I, elle est en ce moment en train de s'occuper d'un certain nombre de paires, une cinquantaine de paires. Elle a créé une cinquantaine de paires, une cinquantaine de processus qui eux-mêmes sont en train de lire des pages sur des sites web du web. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Et évidemment, tout ça est un peu délicat. Là, je le présente un peu rapidement, mais il ne faut pas que, si vous avez 50 machines, vos 50 machines soient en train de poser des requêtes au même site web, parce que dans ces cas-là, vous allez de nouveau enfreindre les règles d'éthique. Donc il faut faire un peu attention, et ça se gère, et c'est un peu compliqué. Bien. Alors, deuxième tâche, c'est l'indexation. Alors encore une fois, indexer 50 pages, c'est quelque chose qu'on fait en exercice dans un cours de programmation. Et indexer 1 million de pages, ce n'est pas compliqué non plus. Quand on veut indexer 50 milliards de pages, il faut un peu plus de technologie. D'accord ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un index dans ce cas-là ? C'est un index inversé. L'index qui dit pour chacun des mots, des mots-clés, les mots que vous allez retrouver dans la requête, les numéros de page dans lesquels ce mot apparaît. Alors, il y a une espèce d'indirection pour être plus efficace. Ça indique des numéros de page, et puis il y a une table qui, pour chaque numéro de page, indique son URL. Alors pourquoi ? C'est parce que l'URL, ça peut être très long, et qu'on ne veut pas encombrer la première table avec des URL très longs, donc on met des entiers, c'est plus court. Alors voilà, donc ça, c'est cet index inversé. Si vous cherchez le mot INRIA, par exemple, eh bien, vous allez retrouver toutes les pages qui contiennent... Si vous cherchez, votre requête, c'est INRIA Rocancourt, vous allez chercher toutes les pages qui contiennent le mot INRIA, toutes les pages qui contiennent Rocancourt, vous allez faire l'intersection de tout ça, et vous allez trouver toutes les pages qui répondent à la requête, c'est-à-dire toutes les pages qui contiennent les mots INRIA et Rocancourt. Ici, par exemple, 777. Alors, avant même de construire cet index, il y a un certain nombre de tâches prérequises sur lesquelles je veux m'arrêter un petit peu. La première, c'est la mise sous forme de token, donc d'unité, si vous voulez, lexicale. La deuxième, c'est la lemmatisation. Et la troisième, c'est le retrait des mots vides. Alors, on va voir ça sur un exemple. Voilà une petite collection de documents textuels. Et on va regarder plus précisément le dernier document, ce qu'on fait avec. D'accord ? Donc la première chose, c'est faire de la tokenisation, c'est séparer le mot en unités lexicales. Alors en français, c'est assez facile parce qu'il y a des points, il y a des blancs, etc. Il y a des langues où c'est plus compliqué parce qu'on met tout collé. Bon, là, c'est assez facile. Ensuite, pour se débarrasser des problèmes, on enlève la ponctuation, on enlève les problèmes de majuscules et de minuscules. Donc on met tout, par exemple, en minuscules. Et puis, enfin ici, il y a une erreur, ça devrait être
Non, ça a été fait. Donc voilà, ici j'ai mis en minuscule tout, j'ai séparé en tokens, donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième token. D'accord. Étape d'après, c'est le stemming. Alors le stemming, c'est de pouvoir réunir les différentes formes d'un même mot. Alors ici par exemple, vous avez le verbe être. Vous ne voulez pas distinguer dans votre requête le fait que vous avez mis le verbe être à tel temps ou à tel autre. Donc vous allez le transformer par to be. Et puis ici, vous avez le mot après lemmatisation, votre document après lemmatisation. Encore une fois, il y a des fois où le pluriel, par exemple, peut être compliqué. Il y a des pluriels irréguliers en français, il y a des langues où c'est encore plus complexe que ça. Dernière étape, c'est enlever les mots qui sont trop fréquents. Alors pourquoi? Parce que si, reprenons le cas du verbe être, le verbe être va probablement apparaître dans 95% des documents en français. Donc on ne veut pas indexer sur le verbe être. Si vous posez une requête en mettant être dans la question, ça ne sert à rien. Donc on le retire complètement. Et là, on va s'apercevoir que pour le dernier document, il n'y a plus que big et cat. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut construire l'index inversé, c'est-à-dire l'index qui, à chaque mot, donne la liste des documents dans lesquels ce mot apparaît. Alors, encore une fois, tout ça, c'est simple. Il y a des petites difficultés dans certaines langues ou des choses comme ça, mais c'est relativement simple. Seulement, la question, c'est que vous avez un utilisateur qui va être en face de son écran et vous ne voulez pas le faire attendre. Il faut que vous donniez la réponse quasiment instantanément. Et donc, la difficulté, c'est le volume. Si le nombre de pages indexées augmente, la taille de l'index croît de plus en plus. Alors, question comme ça, c'est quoi en gros la taille de l'index? En ordre de grandeur, la taille de l'index, c'est à peu près la même taille que la taille des documents que vous indexez. C'est à peu près la même chose. Donc, si vous voyez, vous indexez 20 milliards de documents, vous imaginez la taille de l'index, c'est gigantesque. Alors ça, c'est première chose. Si vous essayez de mettre trop de documents sur une machine, vous allez écraser la machine. Deuxième problème, c'est votre nombre d'utilisateurs. Plus vous allez avoir d'utilisateurs, donc plus vous allez être populaire, plus vous allez avoir de requêtes, et donc plus vous allez avoir de travail. Donc là, vous avez une double dimension de croissance pour laquelle vous avez besoin de passer à l'échelle. C'est la taille de l'index pour pouvoir savoir le coût d'un index, et ensuite le nombre de requêtes pour savoir le nombre de requêtes pour évidemment de plus en plus de travail. Donc, dans les deux cas, ça risque de planter votre machine. Et donc, ce qu'on va faire, c'est premièrement une technique qui s'appelle le hachage, et surtout, on va utiliser le parallélisme. Donc, le parallélisme, ça veut dire, quand je n'ai pas assez d'une machine, j'en mets deux. Si je n'ai pas assez de deux, je vais en mettre 20, je vais en mettre 200, je vais en mettre 2000, etc. Une ferme de Google, c'est plusieurs milliers de machines maintenant, aujourd'hui. D'accord ? Alors, la question, quand même, c'est qu'il faut que ce parallélisme résolve vos deux problèmes. Votre problème en termes de requêtes et votre problème en termes de taille d'index. Alors voilà un dessin qui est, si vous arrivez à le suivre, ces détails, vous aurez tout compris sur l'indexation là-dedans. Alors la première chose, tout le but, toute la magie là-dedans, ça va être d'essayer de faire que l'information pour un mot-clé, ici j'ai mis France, soit sur un disque, sur un bloc précis d'une machine particulière. Alors comment on arrive à ça? On utilise une première fonction de hachage qui transforme le mot-clé, en un entier qui va nous dire essentiellement sur quelle machine ce mot est placé. D'accord? Alors là, par exemple, H de France, c'est 7, donc c'est la 7e machine qui est responsable de l'index pour le mot France. Ensuite, il y a une deuxième fonction de hachage qui va nous dire, la fonction H', qui veut dire que France, l'entrée pour France se trouve sur le deuxième bloc. Donc si vous voulez, en évaluant deux fonctions de hachage qui ne coûtent rien, je sais que c'est sur la 7e machine le deuxième bloc. Alors, pourquoi ça marche? Ça marche parce que si vous regardez bien, les requêtes vont être dispersées de façon équitable entre toutes les machines. D'accord? 10 machines, mais ce serait pareil avec 10 000 machines.
Donc vous avez réparti le travail entre ces 10 000 machines, et puis l'index lui-même va être réparti de façon équitable entre les 10 000 machines, donc vous avez aussi diminué la taille de l'index. Donc vous avez résolu vos deux problèmes. Tout ça, si ça se passe bien, vous avez à évaluer deux fonctions de hachage, ce qui ne coûte rien, ça se fait en microsecondes, et aller chercher le bloc B2. Alors le secret là-dedans, c'est de vous arranger pour que l'entrée pour le mot France soit déjà en mémoire ou que plus précisément la partie utile de cette entrée soit déjà en mémoire, ce qui fait que pratiquement vous pouvez répondre à la plupart des requêtes sans avoir à faire même d'accès disque. Voilà. Donc c'est pour ça que ça marche. L'index, sa taille, c'est des milliards de pages. La taille de l'index, c'est pratiquement la taille des données indexées. Il y a des douzaines de milliards de requêtes par mois sur le plus gros moteur de recherche en activité. Et ce plus gros moteur de recherche en activité a des fermes partout dans le monde avec des milliers de machines. Voilà. Alors ça, c'était la première partie, comment indexer. Le deuxième problème technique, c'est comment trier les résultats. Alors, comment trier les résultats, c'est important parce que pour deux mots-clés, comme INRIA Rocancourt par exemple, vous pouvez avoir facilement des millions, voire des dizaines de millions, voire des centaines de millions de réponses, de pages qui contiennent ces deux mots-clés. Alors quand vous pensez qu'en face de ces 100 millions de réponses, vous mettez un utilisateur qui a une patience limitée, qui va accepter de lire la première page de réponse, peut-être la deuxième, rarement plus loin, c'est-à-dire que parmi ces 100 millions de pages, il faut que vous arriviez à garantir que l'information que l'utilisateur cherche se trouve dans les 10 ou 20 premières réponses que vous allez lui donner. Donc là, vraiment, on est dans pourquoi ça marche vraiment. D'accord ? Parce que s'il fallait balayer ces 300 millions de pages ou 100 millions de pages, on n'y arriverait pas. Alors ça, c'est ce que j'appelle ici la sorcellerie des moteurs de recherche. Ça paraît presque sorcier. Hein, et d'une certaine façon, c'est ce qui a amené le développement de Google, c'est-à-dire qu'avant, la sorcellerie était de qualité moyenne, et avec PageRank, dont je vais vous parler maintenant, la sorcellerie est devenue de bonne qualité, et donc le résultat était beaucoup plus souvent dans la réponse, et c'est ça qui a fait le succès de Google Search. D'accord ? Alors, je vais vous montrer deux mesures, très brièvement TF-IDF, qui permettent de classer ces pages. TF-IDF, c'est ce qui était le genre de mesure, il y en avait d'autres, mais le genre de mesure qui était utilisé par les moteurs de recherche, disons, jusqu'aux années 95, jusqu'à l'arrivée de Google. Et puis, une mesure basée sur l'analyse du graphe du web, c'est PageRank, qui a un peu révolutionné les choses. Alors, TF-IDF, c'est vraiment une mesure qui est issue du monde de la recherche d'information. Et ça part du constat, je ne vous donne pas la formule, ce n'est pas particulièrement intéressant, mais ça part de ces deux remarques. Si un texte est très souvent dans le document, il est très important pour ce document. S'il y a INRIA Rocancourt 20 fois dans le document, vous allez décider que ce document est très important. S'il y a INRIA 20 fois, vous allez décider que c'est plus important. Par contre, si le terme occure très rarement dans la collection, vous allez dire qu'il donne plus d'informations. Alors, à la limite, le verbe être, par exemple, le verbe être n'apporte aucune information. Mais même le mot recherche, ce n'est pas un mot qui est hyper important par rapport à INRIA, qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus informatif. Donc, vous favoriserez les documents si la requête c'est INRIA recherche, les documents qui contiennent INRIA, on va leur donner un peu plus de poids que ceux qui contiennent recherche. Et quand on combine les deux, on obtient une mesure qui marchait très bien quand vous avez une collection, qui marche très bien quand vous avez une collection de quelques centaines de milliers de documents dans un domaine assez précis. Ça marche beaucoup moins bien sur le web, et c'est pour ça que les gens de Google ont introduit PageRank. Alors, l'idée de départ, c'est que le web, c'est un graphe, et on va faire de la fouille sur ce graphe. Alors, le graphe, là, c'est quoi ? Les pages du web, c'est les nœuds du graphe, et les liens entre ces pages, le fait que la page 2 a un pointeur vers la page 3, c'est un arc sur le graphe. Alors ça, c'est le graphe du web. Il y a beaucoup d'autres graphes. Hein. C'est une structure qui est extrêmement importante et utilisée notamment en informatique. Et les techniques comme PageRank ont été utilisées, ont été d'ailleurs développées
pour les publications scientifiques par Kleinberg dans une forme légèrement différente et ont été utilisés pour des tas de types de graphes de web. De graphes, pas forcément celui du web. Alors, l'explication, mais il y a plusieurs explications, plusieurs façons d'expliquer PageRank. Celle que moi j'aime bien, c'est celle du surfeur du web. Alors, c'est quoi le surfeur du web? C'est un surfeur qui choisit de façon aléatoire une page du web. À la limite, ça, c'est pas important. Il choisit une page du web, mettons la page du Collège de France, et puis il suit des liens. Alors la question, c'est comment il suit des liens, parce qu'il est sur une page, il y a 10 liens qui sortent, comment il choisit? Et là, il choisit de façon vraiment aléatoire. Il choisit de façon aléatoire une autre page du web. Et il continue pour toujours. C'est un surfeur qui a le temps, il fait ça pour toujours. Encore une fois, là, on se place dans un modèle mathématique, on n'est pas encore à attendre la requête. Alors, ce qui peut lui arriver à ce surfeur, c'est qu'il peut ne pas avoir de chance et tomber sur une page où il n'y a pas de point de sortie. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se zappe vers l'autre bout du monde. Donc, il choisit aléatoirement une page. Alors, comme il connaît encore qu'un certain nombre de pages, il choisit une page aléatoirement sur celle qu'il connaît déjà. Et il saute dessus, puis après, il reprend son parcours aléatoire. Bien. Alors, la popularité de la page, c'est la probabilité pour un surfeur d'être dans une page donnée à un temps infini. C'est un très beau concept mathématique. Et l'intuition là-dedans, c'est que plus la page est populaire, plus cette probabilité va être élevée. Et ce qu'il faut bien sentir, c'est que ce que veulent les utilisateurs, c'est des pages populaires. Quand ils tapent musée Rodin, ils veulent la page la plus populaire au sujet du musée de Rodin, qui est probablement la page du musée Rodin. Et ils ne veulent pas la page web de quelqu'un au milieu du Cantal qui est intéressé par le musée Rodin. Donc la popularité, c'est typiquement ce qu'on va privilégier. La question, c'est comment on va calculer cette popularité, et ça, c'est une technique qui a été introduite par Brin et Page, qui s'appelle PageRank. Donc on va construire cette grande matrice, qui est une matrice de transfert, qui dit essentiellement comment une page transfère sa popularité vers les pages sur lesquelles elle pointe, essentiellement en partageant cette popularité et en la transférant à tout le monde. Donc c'est cette matrice de transfert. Et voilà par exemple ici la page 2, elle a 4 liens sortants, donc elle transfère un quart de sa popularité aux 4 pages vers lesquelles elle pointe. Donc ça donne cette grosse matrice que vous voyez là. Et puis ce qu'on veut obtenir, c'est la solution de cette équation au point fixe qui explique que la popularité est le point fixe de cette opération de transfert. Alors si le graphe est fortement connecté à périodique, ça peut être calculé comme la limite quand k va à l'infini de cette équation-là, de ce calcul-là, en partant de n'importe quelle valeur initiale. Alors, je vous passe des détails techniques, c'est pas si compliqué, en pratique ça se passe assez bien. Pourquoi? Parce que la matrice du web est typiquement apériodique, et alors elle n'est pas fortement connectée, on va voir à la page d'après comment on règle ce problème. Et ce qui est intéressant, c'est que le vecteur qu'on obtient, c'est la probabilité de se trouver sur une page à l'infini. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette matrice, c'est une matrice si vous avez 20 milliards de pages, de 20 milliards sur 20 milliards, et que le vecteur, c'est 20 milliards. Alors évidemment, la matrice est extrêmement creuse, mais le vecteur, lui, ne l'est pas. Bien, alors je vais vous montrer une animation qui explique comment les transferts se font. Si ça a été trop vite pour certains, on va le refaire. Regardez par exemple ce point-là qui a grossi beaucoup plus qu'au point de départ parce qu'il y a des transferts qui viennent, il y a plein de gens qui pointent dessus. Ce point-là, par contre, est un peu isolé, donc il y a moins de transferts et à la fin, il est plus petit. Donc voilà, popularité, c'est la même chose que la probabilité de se trouver dans cette marche aléatoire à l'infini. Alors, je vous ai dit, il y a un petit problème technique, c'est que le graphe n'est pas fortement connecté. Donc, on va utiliser un facteur d'amortissement, c'est-à-dire qu'ici, on va rajouter qu'est-ce qui se passe. On va donner un petit pourcentage à tout le reste du web pour le forcer à être un peu connecté. C'est des détails techniques. Ce qui est intéressant, ça revient un peu à cette idée de se zapper au bout du monde quand on ne sait pas où aller.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en pratique, au bout d'un nombre d'itérations assez faible, d'accord, au bout d'un nombre d'itérations assez faible, on converge. Alors on converge assez près pour que, si vous voulez savoir qu'une page est importante à 0.015 ou 0.0.14, ça n'a pas une grande importance. Dès qu'on a à peu près convergé, on s'arrête. 6-7 itérations semblent suffire. Ce qu'on fait en pratique, alors là, je serai un peu gêné pour vous expliquer ce que font les moteurs de recherche en pratique aujourd'hui, parce que c'est secret. Donc on pense, on a à peu près toutes les raisons de croire que la popularité fait partie de ces mesures-là. Il y aurait des dizaines d'autres mesures utilisées par Google, par exemple. On ne sait pas trop. Il y a des gens, des mauvaises langues comme moi, qui maintiennent que ces mesures devraient être publiques. Mais pour l'instant, elles ne le sont pas. Alors, de toute façon, ce que vont faire tous les méchants, c'est essayer de détourner les algorithmes quels qu'ils soient pour faire que leur page monte et qu'elle soit plus importante. Alors, je dis les méchants, c'est un peu une façon un petit peu violente de dire ça, parce que si vous êtes une société, vous dépendez de l'apparition de vos pages sur le web, et donc très probablement, vous allez payer des sociétés dont c'est le métier pour essayer de vous faire monter dans ce classement. Alors il y a des choses qui sont très naturelles, qui sont juste de faire un beau site web avec une bonne indexation. Donc par exemple, d'éviter tous les trucs genre page flash ou des trucs comme ça qui arrêtent les crawlers. Donc là, il y a des choses qui sont honnêtes. Et puis après, on va tomber dans les choses qui sont moins honnêtes, et c'est de ça qu'on parle ici. Alors, la première chose, c'est de mentir sur le contenu de la page. D'accord ? Alors, on peut mentir sur le contenu de la page typiquement en mettant des tas de mots, par exemple en blanc, invisible, en blanc sur blanc, en rouge sur rouge, ce que vous voulez, pour faire que le moteur de recherche croit que la page parle de ça. Alors là, par exemple, on met ça dans une autre technique qui est d'utiliser des informations dans les champs méta, donc des choses qui ne sont pas visibles sur la page. Et là, donc, on a mis des tas de noms d'artistes en disant il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Aretha Franklin, et donc ce serait bien que cette page leur apparaisse de temps en temps. Donc les mesures de contre-attaque contre ça, c'est de ne pas indexer les textes invisibles, donc d'arriver à étudier, et ça, il faut le faire assez vite pour les crawlers en temps réel, d'arriver à étudier ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et ignorer le texte qu'on ne voit pas, d'ignorer les méta-informations. Donc ça, il y a beaucoup de crawlers qui le font, mais encore une fois, les méta-informations, des fois, peuvent avoir un sens, donc c'est un peu délicat. Toujours pas facile. La deuxième chose, c'est le spamdexing. C'est d'aller prendre un site web qui existe et puis de rajouter dans ce site web, si vous pouvez l'éditer, des pointeurs vers votre site, le site que vous voulez faire monter dans les classements. Alors les candidats évidents, c'est tout ce qui est blog, wiki, et choses comme ça. Donc vous avez dû voir ça souvent. Vous avez développé votre blog, dans le commentaire, il y a quelqu'un qui va vous faire un commentaire qui n'est pas très intelligent, qui montre qu'il n'a pas trop lu votre blog, mais qui pointe vers son site. Donc là, évidemment, il faut contrôler qui écrit dans votre blog, qui écrit dans votre wiki, essentiellement détecter ce genre de pollution et la bloquer. Une autre façon de faire, c'est par exemple d'interdire l'indexation dans les parties commentaires, auquel cas vous réglez le problème. Ça, c'était le spamdexing de l'ancien temps. Le spamdexing aujourd'hui, c'est les fermes de liens. Alors, les fermes de liens, c'est dire, essentiellement, je vais faire croire, j'ai cette page que je voudrais pousser, je vais faire croire qu'elle est populaire. Alors, comment je fais croire qu'elle est populaire ? Je fais comme s'il y avait plein de gens qui la référençaient. Donc, je vais faire des fermes de liens. Alors, pourquoi je fais des fermes de liens ? Parce qu'il faut mettre de la substance, il faut donner l'impression qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens, etc. Donc, je vais faire plein de fermes de liens qui vont toutes pointer vers cette page en disant cette page, elle est bien, même sans rien dire, juste en pointant sur cette page. Et du coup, ma page va remonter dans le classement PageRank. Comment on lutte contre ça ? Avec difficulté. Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un vrai site qu'une ferme de liens. Pourquoi ? Parce que les gens qui font des fermes de liens, ils ont appris maintenant à faire des fermes de liens qui ressemblent pratiquement à un vrai site. À la limite, ils sont même capables de prendre un vrai site,
de le copier, donc ça ressemble vraiment à un vrai site puisque c'est la même chose qu'un vrai site, et de remplacer seulement une partie des liens vers des pointeurs vers leur page à eux. Donc c'est très très compliqué à détecter, et il y a une espèce de course en avant où les moteurs de recherche essaient de détecter ces fermes de liens. Les fermes de liens deviennent de plus en plus sophistiquées. Les contre-mesures, ben évidemment, c'est de les détecter, ça peut être difficile. D'utiliser moins PageRank, c'est ce que dit Google, ils disent qu'ils utilisent moins, ou d'utiliser d'autres techniques comme TrustRank qui prend ça en compte. Alors une technique que j'aime bien, c'est le bombing. Donc ça, vous avez tous dû en voir. Une qui est marrante, c'est de taper la requête Find Chuck Norris, et ça marche sur Google, Exalid, Bing, etc. Sur la plupart des moteurs de recherche que j'ai essayé, ça marche. Et quand vous tapez ça, la première page qu'il vous retourne contient ce texte que je peux traduire par Google ne cherchera pas Chuck Norris parce que Google sait qu'on ne trouve pas Chuck Norris, c'est lui qui vous trouve. Voilà. Et puis un certain nombre de suggestions idiotes comme courez avant qu'il vous trouve, etc. Bon, alors comment on fait ça? C'est hyper simple. Comment on fait ça? Ben, essentiellement, on met plein de pages, on fait des fermes de liens, où on demande à tous ses copains de participer à ça, en pointant vers la page qu'on veut comme réponse, Find Chuck Norris, et dans le texte juste à côté de ce lien, on met Find Chuck Norris. Parce que j'ai un peu simplifié tout à l'heure, j'ai dit que l'indexation se faisait uniquement sur le contenu des pages, ce n'est pas complètement vrai. Les moteurs de recherche recherchent aussi les liens vers cette page et indexent la proximité, le voisinage de ce pointeur. Essentiellement parce que si vous voulez parler de l'INRIA, vous allez dire quelque chose, la page web de l'INRIA et puis vous donnez la page web, d'accord? Et donc ce texte avec un pointeur, la page web de l'INRIA, montre bien que INRIA parle de l'endroit vers lequel on pointe. Donc voilà, c'est ça qui est utilisé, et ça, les gens des moteurs de recherche, non seulement ont pas l'air de lutter contre ça, ça les embête pas trop, mais en plus, ils en introduisent de temps en temps, eux-mêmes. Alors, je vais, pour terminer, parler d'un de ces joyaux du domaine. Alors là, c'est un tout petit peu de l'autopromotion ou de l'autopublicité, l'algorithme OPIC. Donc, je n'ai pas fait ça dans les autres joyaux, mais sur celui-là, je me suis fait plaisir. Donc, c'est un algorithme que j'ai développé avec Grégory Kobena, Mihai Preda et Laurent Minier, qui étaient 3 étudiants. Qui a été utilisé dans le crawler d'une société Xylem que j'ai montée il y a un certain temps. Et je voulais en parler, et je trouve que c'est un algorithme qui a une certaine élégance. Alors voilà comment ça marche. Le point de départ, le challenge, c'était de construire un algorithme online. Alors je reprends. Les algorithmes qui sont publiés, qui étaient publiés jusqu'alors, fonctionnaient de la manière suivante. Ils crawlaient le web, ils construisaient cette matrice de liens, l'énorme matrice de liens, ils stockaient cette matrice de liens et ils la mettaient à jour. Tout ça, c'est extrêmement coûteux. Mettre à jour la matrice de liens, la construire, c'est extrêmement coûteux. Alors, le problème, c'est que ça sert à autre chose. Enfin, l'avantage, c'est que ça sert à autre chose. Notamment, ça permet de trouver qui pointe vers une page particulière, ce qui est quelque chose que les moteurs de recherche font. Mais concrètement, il vous faut des ressources considérables pour arriver à construire cette matrice. Donc, typiquement, c'était des ressources qu'on n'avait pas. On avait une quinzaine de machines. Et on voulait calculer, on voulait crawler le web, on voulait calculer la popularité des pages parce qu'on en avait besoin pour mieux crawler le web. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une méthode qui soit online, c'est-à-dire qui calcule l'importance des pages, la popularité des pages, en même temps qu'elle parcourt le web, mais sans construire cette grosse matrice. Et donc l'idée, c'était d'avoir une estimation de la popularité tout en crawlant le web, mais sans jamais avoir à crawler à construire la matrice du web. Donc ça, c'était le challenge. Et on a trouvé OPIC.
et qui fonctionne de la façon suivante. On donne, alors on peut l'expliquer de plein de façons, je vais l'expliquer de façon un petit peu commerciale. Donc on donne à chacune des pages qu'on connaît une certaine valeur, disons qu'on va leur donner 1 € à chacune. D'accord ? Et puis après, on va lire la page. Elle peut avoir changé depuis la dernière fois qu'on l'a lue, d'accord ? Et on va regarder les liens sortants de cette page et on va distribuer l'argent de la page entre toutes les pages vers lesquelles elle pointe. D'accord ? Donc ces pages se sont enrichies. Mais plus tard, on va les lire et à leur tour, elles vont prendre leur argent et elles vont le distribuer à toutes les pages vers lesquelles elles pointent. Donc si vous voulez, on a une notion de la somme globale, si vous voulez, de l'argent. Elle ne change pas. D'accord ? Alors je crois que j'ai une petite animation. Voilà, donc là j'ai 3 pages, Alice, Bob et George. Et on leur a donné 100 francs à chacune. Et puis on commence, on en choisit une au hasard. Là on a choisi Bob. Elle ne pointe que vers Alice. Bob donne tout son argent à Alice. Ensuite on va choisir Alice. Alice partage son argent entre les 2 pages vers lesquelles elle pointe, c'est-à-dire Bob et George. Ensuite on choisit au hasard, on tombe sur George. George pointe vers une seule page. Il distribue son argent à Bob. Là-dessus, c'est au tour de Bob. Il distribue son argent à Alice, etc. Alors, bon, vous avez tout cet argent. Si vous avez 10 milliards de pages, vous avez 10 milliards d'euros qui fonctionnent, ou 10 milliards de francs qui se baladent entre ces pages. Qu'est-ce que c'est que la popularité au pic ? C'est le flot d'argent qui passe à travers une page. Donc, c'est-à-dire, c'est la somme de tout l'argent que la page a reçu, divisé par la somme de l'argent que l'ensemble des pages ont reçu. On peut traduire ça un peu ça comme le flot. Alors ce qui est intéressant, c'est le théorème qui est en dessous et qu'on peut démontrer, c'est que la popularité au pic, c'est exactement à la limite la même chose que la popularité PageRank. Donc si on calcule la popularité au pic, eh bien on peut très facilement calculer la popularité PageRank. Et si vous avez bien vu, si vous revenez sur l'algorithme, je n'ai rien à stocker, je n'ai pas de matrice web à stocker. La seule chose que j'ai à stocker, c'est essentiellement l'argent que j'ai reçu. D'accord ? Donc j'ai 2 entiers, l'argent que j'ai dans mon cache register, en cache, et puis l'argent que j'ai reçu depuis le début du processus. D'accord ? Bien, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que à la limite, ce que je vais calculer, le flot d'argent qui va passer dans une page, ça va être exactement la popularité de PageRank. Donc avec beaucoup moins d'efforts, sans avoir à stocker la matrice du web. Alors il y a plein de choses un peu intéressantes, parce que ça, montrer que ça converge, c'est pas trop compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de montrer à quelle vitesse ça converge, et surtout d'essayer d'optimiser la vitesse de convergence. Alors, on peut démontrer que pour optimiser la vitesse de convergence, il suffit de lire la page qui a le plus d'argent à ce moment-là, parce que c'est elle qui va en distribuer le plus. Donc, on augmente la somme du cache de toutes les pages. Donc, d'une certaine façon, on augmente le flot. Et puisqu'on augmente le flot, on augmente la vitesse de convergence. Donc, c'est assez rigolo. C'est encore plus rigolo quand on revient sur le problème 3 ici, qui est l'adaptation au changement. Mais reprenons quand même les avantages de cette technique dans l'ordre. Premièrement, on a besoin de moins de ressources. Donc nous, on était arrivé à crawler 1 milliard de pages, à calculer, à garder la popularité de ces pages en temps réel avec une quinzaine de machines bas de gamme, etc. Donc pas beaucoup de ressources. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps qu'on découvre des pages, on est tout de suite capable de leur donner une popularité. D'accord ? Et ça, c'est un avantage sur les techniques plus offline. C'est-à-dire que comme on sait les popularités, on sait quelle page il faut lire. C'est-à-dire que si on a des ressources pour lire des nouvelles pages, il suffit de lire les pages qui sont les plus populaires qu'on n'a pas encore lues. Donc on peut essentiellement lire les pages les plus populaires. On peut aussi relire les pages en tenant compte de leur mise à jour et de leur popularité. Donc on s'adapte beaucoup mieux à l'environnement, à la découverte de nouvelles pages, au changement des pointeurs sur ces pages. On peut notamment très facilement détecter la dérivée de la popularité, voir qu'une page devient de plus en plus populaire.
Ça, on peut l'avoir quasiment en temps réel. Alors, l'avantage là-dessus, c'est ça, c'est l'adaptation au changement. On est dans un web où, à chaque fois, on découvre des nouvelles pages, on relit les pages et on peut sans arrêt regarder comment la popularité augmente. Alors, on se méfie un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets, c'est un phénomène qui est quand même assez instable et il faut quand même regarder des fenêtres de temps relativement larges. C'est-à-dire qu'on n'a pas la popularité toutes les 5 minutes ou des choses comme ça. Alors, conclusion. Alors, voilà ce qu'il faut retenir sur ces moteurs de recherche. Il y a les trois aspects sur lesquels, algorithmiquement, j'ai un peu insisté. C'est des crawlers qui visitent le web, un index pour calculer cet index inversé, et puis classer les pages en utilisant PageRank ou d'autres techniques de ce genre-là. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces trois aspects sont pas si compliqués que ça. Ils ne deviennent compliqués que quand on tient compte de la masse des volumes d'informations mises en jeu, des milliards de pages. Donc, encore une fois, la difficulté, ce n'est pas d'écrire un index. La difficulté, c'est d'écrire un index inversé sur 50 milliards de pages. Alors, on peut avoir l'impression aujourd'hui, parce qu'on est arrivé sur une espèce de plateau, les moteurs de recherche fonctionnent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu la première génération, AltaVista, Infosys, ces gens-là, qui utilisaient quasiment que des méthodes de recherche d'informations. Et puis, pendant très longtemps, on a cru qu'on ne pouvait pas faire mieux. 95-96, Google arrive en utilisant PageRank, et là, il y a vraiment un saut assez violent dans lequel on montre qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Depuis, il y a quand même un espèce de plateau. Les moteurs de recherche évoluent, mais on n'a pas conscience, enfin, en tout cas, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas des changements considérables. Alors, on a des changements intéressants, comme je ne sais pas si vous avez vu maintenant, l'habitude, c'est de vous mettre sur certaines questions des réponses précises, en vous disant très probablement la réponse à votre question. Donc, si vous demandez, je ne sais pas moi, la date de naissance de Napoléon, le moteur de recherche va vous donner la réponse en première réponse. Question précise, là, vous allez avoir une réponse. Mais le plus souvent, ça n'a pas changé tant que ça. Alors, par contre, il y a quand même pas mal de technologies qui se développent et qui devraient préparer des étapes à venir. Alors, il y a un algorithme que j'ai hésité à montrer, mais qui est un algorithme très joli, qui est l'algorithme de Fagin pour combiner, pour faire le « et ». Quand on a ces plusieurs mots-clés, qu'on a les listes pour ces plusieurs mots-clés, la question c'est comment on les combine, comment on combine plusieurs critères. Et évidemment, on peut faire ça de façon brutale en faisant l'intersection de tout, etc. Mais la question c'est comment le faire en lisant le minimum de données. Et il y a Fagin qui a développé un algorithme assez joli pour ça, avec plein d'autres algorithmes pour aller dans ce genre-là, dans cette direction-là. Alors il y a des requêtes booléennes. Les gens ne semblent pas tellement aimer les requêtes booléennes, mais bon, de temps en temps, ça peut être utile. Une technique qu'on voit réapparaître régulièrement dans des moteurs de recherche, c'est la notion de regrouper les résultats. Bon, première chose qu'un moteur de recherche devrait éviter de vous donner, c'est que si vous posez une requête comme le mot jaguar, je ne sais pas, jaguar Rocancourt, s'il y a un certain nombre de réponses qui parlent de l'animal jaguar et un certain nombre de réponses qui parlent de la voiture jaguar, peut-être que ce serait bien que le moteur de recherche vous propose les deux. Pourquoi ? Parce que si les 100 premières réponses parlent de la voiture, mais que ce n'est pas ça qui vous intéresse, il va falloir aller trop loin pour avoir votre réponse. Donc il y a une notion de regroupement de réponses pour vous dire il y a des réponses qui penchent plutôt dans le règne animalier, puis il y a des réponses qui sont plutôt sur les voitures, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit émerger régulièrement. C'est presque aussi vieux que les moteurs de recherche, mais ça perdure et on sent bien qu'il y a du potentiel. Alors évidemment, je n'en ai pas parlé ici, mais il y a tout ce qui est recherche à l'intérieur des images et de manière générale dans le multimédia. Alors il ne faut pas se tromper aujourd'hui, quand vous faites Google Images par exemple, vous ne faites pas de la recherche à l'intérieur des images. Vous faites de la recherche à l'intérieur du texte qui entoure les images. Ce n'est pas du tout de la recherche d'images. Mais il commence à y avoir des outils, par exemple, pour retrouver des visages.
Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a l'indexation notamment d'images est beaucoup plus sophistiquée que l'indexation de texte, et on ne sait pas faire monter ça à des milliards de documents. Alors, il y a aussi quelque chose qui est permanent, qui est est-ce que c'est un peu un questionnement, c'est-à-dire est-ce que le moteur de recherche doit s'adapter à vos recherches? Alors, c'est un peu délicat, hein. Je sais que moi, à un moment donné, j'avais pas mal rigolé parce que j'avais montré à des amis que quand je tapais Serge sur mon moteur de requête, Serge Abitboul apparaissait en numéro 1. D'accord? Donc, c'est vachement bien. Donc, je suis le Serge le plus célèbre du monde. Tout le monde sait que non. Donc, c'est qu'en fait, le moteur de recherche avait détecté que j'étais Serge et que dans mon environnement proche, évidemment très proche, c'était peut-être ça que je cherchais. C'est un peu délicat parce que est-ce que c'est ça que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir la réponse que vous attendez ou est-ce que vous voulez voir la réponse un peu à la question qui serait de façon globale sur le monde entier? Est-ce que vous voulez voir quelque chose qui vous soit trop distordu en votre faveur? C'est pas clair. Bon, d'un autre côté, si vous travaillez dans un garage et que vous parlez de voitures toute la journée, le moment où vous allez taper requête Jaguar Rocancourt, et si on vous montre un beau Jaguar en train de se balader dans la forêt de Rocancourt, c'est clair que ce n'est pas ça que vous cherchez, ou c'est probablement pas ça que vous cherchez. Donc là, il y a un peu un questionnement, jusqu'où on peut aller en utilisant les préférences des utilisateurs. Alors, il y a des choses qui sont très importantes, hein, les recherches qui utilisent le temps, notamment des alertes qui vous préviennent de nouveaux documents sur ce qui vous intéresse, des recherches qui tiennent compte de l'endroit où vous vous trouvez, de l'espace et de l'endroit où vous vous trouvez. C'est particulièrement important quand vous faites une requête sur un téléphone mobile et que vous essayez de trouver une pizzeria, vous voulez probablement une pizzeria près de chez vous et pas une pizzeria à Los Angeles. Alors, d'autres points que je voulais signaler, les références négatives. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça s'est passé aux États-Unis récemment. Il y a une compagnie dont le PDG a annoncé qu'il faisait exprès de ne pas bien satisfaire une partie de ses clients pour que les gens se plaignent sur Internet et que du coup, on parle de lui et qu'il monte dans les classements PageRank. Alors, ça fait peut-être partie de ces légendes, peut-être qu'il n'a jamais fait, mais de fait c'est ça, un papier, un théorème qui aurait une faute majeure et sur lequel les gens commenceraient vraiment à discuter très longtemps pour dire mais il y a une faute, il y a une faute, il y a une faute, ce papier serait sans doute beaucoup plus haut dans PageRank qu'un papier sur le même problème qui lui serait correct. Puisqu'il n'y a rien à dire, il est correct. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui est assez délicat. Il y a des travaux dans ce sens-là, jusqu'à quel point ça peut rentrer dans les moteurs de recherche, jusqu'à quel point c'est utilisé aujourd'hui dans un moteur de recherche, je ne sais pas. Alors, l'autre chose, c'est quand on se recule d'un pas et qu'on regarde les moteurs de recherche. Et on imagine demander à un ami ou interagir avec un ami de la même façon. Donc, vous posez une requête en donnant une liste de mots-clés, INRIA Rocancourt. Et votre ami vous répond en vous disant vous n'avez qu'à lire ces 10 pages, tu trouveras le résultat. Ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez. Typiquement, vous posez une requête et vous obtenez une réponse, ou un ensemble de réponses, ou des propositions de réponses avec des probabilités ou des choses comme ça. C'est ce que vous aimeriez mieux. Alors, c'est ce qu'on commence à voir, je l'ai dit, dans certains moteurs de recherche. On commence, dans certains cas, si votre question est assez précise, à répondre à votre question et pas uniquement à vous donner la liste des pages qui contiennent ces mots-clés. Alors ça nous fait passer vers quelque chose qu'on a déjà discuté, c'est tout ce qui est web sémantique et donc tout ce qui est ontologie, réponse à des questions en utilisant des ontologies. Donc ce que vous voyez, c'est une syntaxe plus riche pour poser des questions et des réponses plus précises. Il y a aussi le fait, alors là, dont on n'a pas beaucoup parlé ici, c'est le web caché, c'est le web derrière des formulaires. C'est toute une partie du web qui consiste dans des bases de données qui sont de l'information en général beaucoup plus précise et beaucoup plus riche, de beaucoup plus de valeur que l'information dont on dispose sur les pages HTML. Mais évidemment, pour l'instant, les moteurs de recherche ne savent pas utiliser ou utilisent très peu ce web caché.
Donc les moteurs de recherche continuent à s'améliorer d'une manière un peu continue. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut s'attendre à un breakthrough, est-ce qu'il faut s'attendre à un vrai saut, ou est-ce qu'on va continuer à les voir s'améliorer petit à petit sans trop savoir comment, en découvrant presque par hasard certaines améliorations. Alors là, j'ai voulu mettre deux idées non techniques. La première, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on commence à voir ça de plus en plus. C'est que de plus en plus, on ne pose pas ces questions sur le web, mais on pose ces questions dans des sites spécialisés, alors des réseaux sociaux par exemple, des réseaux de recommandations, des choses comme ça. L'autre point qui est plus précis, c'est le fait que ces moteurs de recherche sont peut-être devenus trop puissants. Il y a en gros 3 moteurs de recherche qui se partagent plus de 90% du marché. C'est essentiellement... c'est un pouvoir qui est peut-être trop grand. Alors je vais juste illustrer par la fois où j'ai découvert ça, mais ça il y a très longtemps, c'était j'étais à une conférence à Cargèse et j'étais à l'hôtel et je discutais avec le patron, donc c'était vraiment dans les débuts du web. C'était déjà assez surprenant que l'hôtel ait un site web, mais bon, il en avait un. Et le patron m'a dit, je suis en train d'agrandir l'hôtel parce que je suis plein en permanence. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais quand on cherche hôtel Cargèse, on tombe sur moi. Et donc, il faisait un investissement, donc de l'argent lourd, hein, pour agrandir son hôtel. Mais il se peut très bien que demain matin, pour une raison qu'il ne comprenne pas plus, ce soit plus lui qui arrive en premier, mais quelqu'un d'autre, ou que lui passe en 4e place, etc. Donc, au niveau du business de cette personne, qui n'était pas du tout un business Internet, hein, c'était devenu quelque chose de fondamental. Donc là, de manière générale, pour le business, c'est important, en politique, c'est important, pour à peu près tous les problèmes de la vie quotidienne, le web a pris une place considérable et les gens, encore beaucoup, utilisent ces moteurs de recherche pour retrouver de l'information sur le web. Donc, est-ce que c'est pas trop de puissance? Et surtout quand cette puissance est cachée derrière un secret, hein, c'est ce que je disais à ma réponse au patron de cet hôtel, c'est « je ne sais pas pourquoi vous êtes premier ». Je ne sais pas parce que les moteurs de recherche ne publient pas leurs critères de classement. Alors encore une fois, est-ce qu'ils devraient ou pas publier leurs critères de classement? À mon avis, oui. D'accord. La réponse qu'ils donnent, c'est si on publie nos critères de classement, ça va faciliter le travail des gens qui essaient de les détourner. À mon avis, les gens qui essaient de les détourner, ils comprennent assez vite ce qui se passe et ce n'est pas la peine d'essayer de leur cacher une fonction, ils la découvrent. Il y a des tentatives de faire des moteurs de recherche en pair à pair et ça, il faut peut-être regarder ça de plus près. Alors, pour ceux qui ont été intéressés par ce cours, je conseille l'article de Brin et Page, donc les deux fondateurs de Google, non seulement parce que c'est un papier historique, mais c'est parce que c'est un papier qui est assez agréable à lire. Et sinon, pour voir quelque chose de plus récent, dans le livre que j'ai déjà cité plusieurs fois, il y a tout un chapitre sur les moteurs de recherche.